Voyant qu'en fait mes business me rapportaient quasiment mon salaire, je quitte mon boulot. Tous les matins, je me réveille et je vois mes ventes de la nuit, je vois ce qui s'est passé sur mon compte et cetera. Je suis pas plus intelligent qu'un autre ou les autres vendeurs sont pas plus intelligents, c'est juste qu'ils suivent le process et qui d'un point de vue mindset, faut pas lâcher. Au bout d'un moment, tu es chef d'entreprise, si tu vois que ça marche, tu gardes, si ça marche pas, tu arrêtes. Franchement, ça me prend 10 minutes par jour pour checker mon business. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec Romain. Du coup, j'ai la chance de pouvoir l'interviewer. Il a un parcours assez atypique. Il est entrepreneur du coup depuis 2015. Il a monté pas mal de business, notamment dans l'affiliation, le digital marketing ou encore Amazon FBA, dont il parle beaucoup sur sa chaîne YouTube avec une chaîne à plus de 13 000 abonnés. Merci Romain du coup de faire partie de l'émission. Bah, écoute avec plaisir et merci pour ton invitation. Ben écoute, aucun souci, ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, l'objectif, comme vous l'aurez vu, ça sera de parler un petit peu d'un sujet différent d'habitude, donc pas forcément que d'investissement, mais plus aussi de monter un side business ou de créer un business en ligne pour développer ses revenus. En même temps, on va apprendre plus sur l'aventure de Romain, comment est-ce qu'il a commencé tout ça. D'ailleurs, dis-nous un peu en plus sur pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat de ton côté et retrace un petit peu ton parcours assez rapidement si tu veux. Ouais, pas de souci. Bah, écoute, moi depuis toujours j'ai voulu créer des business, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis «tout petit» entre guillemets. J'ai toujours voulu avoir un business à moi et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des études en école de commerce, comme tout le monde. J'ai fait mes 5 ans d'études. J'ai eu un plutôt bon job, j'ai travaillé dans un grand club de foot, parisien pour pas le nommer et voilà, j'étais dans le marketing et dans le développement produit. Donc en fait, c'est quelque chose vraiment c'était pile la bonne période. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai appris énormément pendant, pas mal d'années et en 2014, en fait, j'ai eu mon CDI directement et en fait, mes anciennes écoles m'ont contacté pour me dire, «Ce serait cool que tu viennes intervenir pour raconter ton expérience, raconter ce que tu as fait dans ton boulot» et puis évidemment, quand on met en avant un grand club de foot dans, les écoles de commerce, qui sont spécialisés sport, forcément, Ouais. ça fait vendre pour l'école de commerce. Donc, du coup, bah, j'ai accepté et à ce moment-là, en fait, j'ai créé ma petite auto-entreprise pour pouvoir me faire facturer, de ces interventions. Donc au début, c'était juste une école, je faisais quelques heures et cetera. Puis au fur et à mesure, bah, il y a une deuxième école que j'avais faite qui m'a appelé, puis une troisième, puis une quatrième et ainsi de suite. Donc en fait, ce petit business-là, ce «side business» entre guillemets autour des interventions a commencé à prendre un peu d'ampleur et donc je développais mon petit business à côté, je travaillais et cetera et en fait, courant 2019, j'ai commencé à m'intéresser au e-commerce. C'est quelque chose qui m'intéressait pas mal, je sais pas, je pense que je m'ennuyais un petit peu au boulot et j'avais besoin de me mettre un nouveau challenge. Donc j'ai commencé à parler, enfin à écouter, à regarder ce qui se passait autour du e-commerce. J'ai bien sûr, vu le dropshipping, Amazon FBA et cetera et cetera. J'ai vu aussi d'autres business comme l'affiliation, YouTube et tout, mais j'étais pas encore prêt pour ça. Donc du coup, je me suis plus intéressé au e-commerce et plus je creusais, plus je me suis intéressé à Amazon FBA et Amazon FBA pour moi, c'était, un peu une révolution parce que pour moi à l'époque, je pensais qu'il y avait que Amazon qui vendait sur sa plateforme et il y avait pas de vendeurs tiers et quand j'ai appris ça et quand j'ai creusé un petit peu, je me suis dit: «Mais en fait, tu peux tout à fait créer une marque, créer des produits et lancer quelque chose». Donc du coup 2019, je ça me trotte, ça me trotte, ça me trotte. Je commence à développer un premier produit, donc je me forme évidemment, je commence à développer un premier produit que je lance en août, 2020 à peu près et puis ça commence à prendre. Je vois que je fais du chiffre d'affaires, ça se développe et là automatiquement j'ai la dans mon esprit, moi quand je suis un peu têtu et quand j'ai vu ce business-là et que j'ai vu que je faisais du chiffre d'affaires, je me suis dit: «Mais en fait, je peux aller plus loin». Donc j'ai développé d'autres produits, j'ai, développé ma marque, j'ai développé les réseaux sociaux, donc je faisais tout ça en parallèle de mon activité, en fait. Et puis courant 2020, au boulot, ça se passait un peu moins bien. Il y a eu, bon, des je vais pas rentrer dans le détail, mais, en gros, on m'a mis un peu à la porte dans une autre entreprise. Enfin bref, changement de stratégie, bref. Ça s'est pas très, très bien passé. Donc j'ai été dans une autre boîte et à partir de ce moment-là où j'ai vu que même en CDI, tu pouvais entre guillemets, «te faire mettre dehors», du jour au lendemain, ouais, j'ai creusé beaucoup plus l'entrepreneuriat. Je me suis dit: «Il faut vraiment que je développe ça à fond pour ne pas dépendre de mon CDI» et puis, j'avais envie de vivre, de ma passion. Donc courant 2020, je développe et là je me dis: «Est-ce que
je créerais pas des réseaux sociaux pour parler de mon activité, pour parler de ce que je fais concrètement. J'avais aucune attente de ça, pour être tout à fait transparent. Je me suis dit: «Je fais des vidéos», je préférais YouTube parce que c'est le format qui me plaît, donc j'ai lancé une chaîne YouTube. J'ai fait des premières vidéos, mais voilà, c'est vidéos où j'avais les mains moites, j'avais peur quand je parlais, j'avais l'impression d'être ridicule devant une caméra. Heu et finalement je poste. J'y vais quand même, je poste donc pour ceux qui iraient voir ma chaîne YouTube, allez voir les premières vidéos et regardez les dernières, vous verrez l'évolution qu'il y a pu y avoir entre les 2. Et puis je développe et puis au fur et à mesure, je commence à avoir quelques petits abonnés. Je me dis: «Ouais, c'est cool», sans publicité, sans rien du tout, juste avec le référencement naturel, je commence à avoir des abonnés. J'atteins très vite, au bout de quelques semaines, les 100 abonnés. Bah, je me dis: «Ouais, c'est plutôt cool» et au bout de 3-4 mois, j'atteins déjà les 1 000 abonnés. Donc là, je me dis: «Waouh, pas mal» et tout de suite monétisation derrière et quand je vois la monétisation, je me dis: «Ouais, je gagne de l'argent juste en faisant des vidéos YouTube, incroyable». Donc là, ça a été un peu le déclic et c'est là où j'ai commencé à aller un peu plus loin, à faire d'autres réseaux, donc il y avait YouTube, Instagram et cetera. Je commence à développer le petit truc et finalement, au bout de quelques semaines, j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé, qui me posaient des questions, beaucoup de questions sur mes réseaux et qui me demandaient si je faisais pas des coachings. Au début, j'avais pas prévu de faire des coachings, donc je fais mon petit site internet, donc j'ai un site internet avec un peu quelques articles de blog et tout et je commence à lancer des prestations de coaching. Donc je fais juste une page, une landing page avec un bouton pour payer, je fais, 3 formats, 1 heure, 1 heure, 3 heures et 10 heures et là, je me rends compte que j'ai plein de gens qui me prennent des formats de 10 heures et les formats de 10 heures qui étaient quand même assez chers et là, je vois je vends des coachings de 10 heures et incroyable. En plus, je développe ma boutique Amazon et cetera. Enfin bref, ça commence à prendre de l'ampleur. Après en 2021, j'ai des gros soucis, perso et je pense que c'est le déclic. J'ai eu des soucis perso et en même temps, j'ai appris que j'attendais un deuxième petit garçon et là, je pense que ça a vraiment tout explosé dans ma tête, donc je me suis mis à fond là-dedans. Je délaissé un petit peu mon boulot à côté et mon petit garçon est né en janvier 2022 et pendant mon congé paternité, j'en ai beaucoup parlé, avec ma femme. J'ai fait le pour et le contre, j'ai regardé, concrètement qu'est-ce que je pouvais avoir comme argent et cetera et voyant qu'en fait mes business me rapportaient quasiment mon salaire, j'ai dit à ma femme: Je me barre, je quitte mon boulot, quand je reviens au boulot après mon congé paternité, j'annonce que je pars». C'est ce qui s'est passé. Le lundi matin, rendez-vous avec mon responsable pour, faire le point et il s'y attendait pas et là, je lui ai dit: «Écoute, je m'en vais, heu, je j'ai besoin de changer avec tout ce qui s'est passé sur les derniers mois, j'ai besoin de cutter, de lancer mon truc. On verra ce qui se passe, si ça marche ou pas». Donc j'ai quitté mon boulot, donc le temps qu'on fasse les papiers et cetera machin. Donc j'ai quitté mon boulot au mois de mai 2022, donc ça fait un tout petit peu plus d'1 an et donc à partir du moment où j'ai dit que je m'en allais, j'ai fait 100 focus sur mes business et d'un coup, ça a explosé. J'ai lancé des accompagnements sur Amazon, ma boutique se développe, l'affiliation ça se développe, ma chaîne YouTube se développe, enfin bref, là ça a été vraiment un peu le bouchon de champagne et puis j'ai développé tout ça jusqu'à, bah, maintenant où, bah, j'ai, des programmes d'accompagnement, j'ai des formations, tout se passe très, très bien. Je suis hyper content d'avoir quitté mon boulot et puis ça se développe bien donc voilà globalement un peu, entre guillemets «mon parcours» et c'est en fait l'entrepreneuriat, c'est toujours été quelque chose qui m'a animé dès le début donc voilà, donc c'est pour ça que là maintenant je suis hyper content de pouvoir entre guillemets, vivre de ce que je voulais faire. C'est clair, bah, c'est bien, tu nous as tout résumé en un coup. Au moins, on aura toute la timeline. Je pense qu'on reviendra, Voilà, on la séparera petit à petit. On reviendra un petit peu sur le business YouTube, personal branding et vente de formation, qui, je pense, est quand même l'un des bons business à lancer en ouais, 2023. Mais on va reprendre peut-être du début. C'est vrai que moi, je suis un petit peu connaisseur du e-commerce, pas énormément, mais c'est-à-dire que ça a été mon tout premier projet entrepreneurial, on va dire. C'est-à-dire que du coup, je dirais que le dropshipping s'est fait vraiment connaître pour les débutants et les entrepreneurs vers 2017-2018, même un petit peu avant. Moi, à cette époque-là, je suis en seconde, première, donc je suis relativement plus jeune que toi, comme tu l'as ouais, remarqué. C'est forcément cet âge-là, peut-être pas toi, parce que toi, il y avait peut-être pas encore toute cette information-là, mais moi, je sais que c'est dans cet âge-là qu'a été crucial,
l'apprentissage de l'entrepreneuriat, de nouvelles façons de penser aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler salarié toute notre vie. On peut lancer nos projets bien avant ses 30 ou ses 40 ans. Il faut pas 100 000 € spécialement pour débuter. Alors oui, l'e-commerce, ça demande quand même beaucoup de moyens, notamment Amazon FBA, on pourra en reparler pour tout ce qui est du stock, et cetera. Mmh. Mais l'avantage du e-commerce et du dropshipping, c'est que je me suis dit, finalement, c'est une première porte ouverte sans devoir dépenser trop d'argent, sachant qu'à 15-16 ans, je vais pas commencer à balancer 1 000 € de pub par jour sur Facebook Ads. Par contre, ça va me permettre d'apprendre quand même comment fonctionne la machine, de mettre quand même quelques euros par jour et surtout développer l'organique et donc le marketing de la même manière. Ce qui s'est passé, j'ai lancé ça. C'était un site classique, hein, de dropshipping comme on faisait à l'époque, très peu de packaging, c'était AliExpress. Je le renvoyais quand même chez moi pour le renvoyer derrière, pour refaire le carton, et cetera quand même. Donc voilà, le dropshipping classique de 2017, j'ai envie de dire, surtout d'un enfant de 15 ans qui essaye de comprendre comment ça marche ses premières boutiques. Mais c'est vrai que j'ai rapidement switché parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas que ce qu'on voyait sur YouTube, c'est-à-dire qu'il faut gérer aussi logistique, service après-vente, tout ce qui va être avec le fournisseur, et cetera. C'est pas des aspects qui m'ont plu. C'est pour ça que par la suite, j'avais basculé vers un service plutôt de freelancing, de marketing, qui était le domaine qui me plaisait le plus. Mais donc, forcément, dans cette expérience-là, j'ai pas forcément creusé Amazon FBA de mon côté. J'ai des connaissances qui l'ont fait, qui ont réussi, d'autres qui ont changé depuis. Quelle est la particularité, quelle est la vraie différence tu trouverais entre le e-commerce pur et dur, on peut englober le dropshipping évidemment, et Amazon FBA qui est finalement quand même 2 choses totalement à part parce que de l'un, tu es totalement en contrôle de ton site, de tes produits sur Amazon aussi, mais je veux dire là, tu peux vraiment, développer un peu plus le branding, on va dire. Que Amazon, tu vas plus profiter de l'attraction. Quelle est un peu la différence, tu trouves entre les 2 et pourquoi justement c'est Amazon FBA qui t'a attiré, plus que le e-commerce de manière générale? Bah, en gros, tu un peu tout résumé. C'est que, personnellement, c'est vrai que moi aussi je me suis posé la question, dropshipping ou Amazon FBA, et en fait, ce que je préférais, en fait, sur Amazon, c'est le fait que, tu puisses développer ton business, mais à très, très grande échelle. Avec le dropshipping, tu vas faire un site, tu vas faire de la publicité à droite à gauche pour amener du trafic, tu vas travailler l'organique, et cetera. Mais selon moi, tu es un peu trop cantonné à un marché. C'est-à-dire que si tu fais un site français, et que tu fais de la pub, en France et cetera, bah, tu vas être limité au marché français. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Amazon FBA, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu rentres dans l'écosystème Amazon, et bien sûr, tu as un marché principal. Donc moi, mon marché principal, c'est le marché français. Donc je développe mes produits en France, mais en un clic, je peux vendre en Espagne, en Allemagne, en Italie, aux US, au Canada, au Moyen-Orient, en Australie. En fait, tant qu'on reste dans l'écosystème Amazon, ton produit peut aller absolument partout. Alors évidemment, il y a tout un aspect administratif. Il faut des numéros de TVA, et cetera. Je rentre pas dans le détail, mais c'est ça la puissance pour moi d'Amazon, c'est que c'est la première plateforme mondiale de e-commerce. Il y a un trafic monstrueux, rien que sur la marketplace France, tu as 30 millions de visites par mois sur Amazon France. Donc il y a du trafic. Ils dépensent beaucoup en publicité pour, attirer du monde. Il y a 60 des clients Amazon qui ont l'abonnement Prime. L'abonnement Prime te permet d'avoir la livraison gratuite. Donc, il y a même Mmh. pas à se poser de questions, en fait. Tu mets tes produits dans les entrepôts, tu fais une belle fiche produit, tu délègues tout et tu as du trafic tous les jours. Et tu vois, moi, tous les matins, je me réveille et je vois mes ventes de la nuit, je vois ce qui s'est passé sur mon compte, et cetera. Donc et ça me prend, franchement, ça me prend 10 minutes par jour pour checker mon business. Je renvoie juste des quantités au fur et à mesure. OK. Après, bien sûr, quand il faut développer des nouveaux produits, c'est autre chose. Mais c'est ça, selon moi, la vraie force d'Amazon. Alors, pour le coup, moi, je critique pas du tout le dropshipping parce que je sais qu'il y en a certains, qui peuvent critiquer le dropshipping. Je trouve que c'est une super idée et ce que tu peux faire, c'est d'abord, par exemple, lancer un business Amazon et ensuite lancer ta propre boutique pour rediriger les gens par la suite, sur ton site. Donc en fait, globalement, alors c'est pas forcément dropshipping parce qu'il faut acheter des quantités. C'est la principale différence OK. avec le drop, c'est qu'Amazon, bah, il f si tu veux bien te lancer, il faut acheter des quantités, il faut les faire réceptionner ici, les envoyer dans les entrepôts. Donc il y a un certain budget de départ pour ça. Mais ensuite, quand tu as ton propre site, et ben, tu dépenses plus forcément en frais Amazon et tu gagnes plus de marge et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que moi personnellement je conseille à tous mes clients quand ils prennent les accompagnements. C'est première étape, on va sur Amazon parce que c'est là où il y a le trafic, on fait développer, son business et cetera et ensuite on redirige,
sur son propre site internet et cetera et cetera. Donc en fait, les 2 peuvent être un peu «complémentaires» entre guillemets et c'est vraiment la raison pour laquelle personnellement, j'ai préféré Amazon. Peut-être que toi, tu achètes déjà sur Amazon, hein? Ta Oui, carte bleue, elle est déjà sur Amazon. forcément, ouais. Tu as peut-être ton abonnement Prime. Dès que tu as besoin de quelque chose, tu l'as le lendemain. Tu vois, je te donne un exemple, il y a quelques jours, il y avait, mon petit garçon qui avait un anniversaire, on n'avait pas de cadeau. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On allait vite fait sur Amazon, on a reçu le cadeau le soir même et le lendemain, il y avait l'anniversaire et puis, bah, on l'a offert le cadeau donc ça devient naturel et de plus en plus de monde maintenant va sur Amazon parce que depuis Covid, ça devient une habitude et pour aller même au-delà, même si les gens vont pas certains vont pas direct sur Amazon, fais le test. Tu vas sur Google, tu tapes le nom d'un produit que tu veux acheter, dans les 3 premiers résultats, tu as Amazon. Parce que Google et Ouais, Amazon, ils sont vraiment très proches et que, bah, ils envoient beaucoup de flux sur Amazon. Donc en fait, déjà, tu as la plateforme Amazon qui est monstrueuse et puis quand tu vas sur Google, on te pousse Amazon. Donc ouais, la question en fait, voilà, j'y ai répondu assez rapidement. Je me suis dit: Amazon, c'est tranquille. En plus, les business Amazon en ce moment, ils se revendent bien, mais vraiment très, très bien. Donc ouais, je me doute. tu peux développer une marque et une boutique pendant un an et demi et à partir du moment où tu as du flux, tu as du chiffre d'affaires, tu as des commentaires et tout, tu mets en vente la boutique et tu recommences et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que moi je l'ai imaginé. OK, c'est intéressant. C'est vrai qu'à t'entendre parler, on a l'impression que c'est plus facile théoriquement que le dropshipping, mais j'imagine que c'est comme, tout projet qu'on lance, il y a forcément une part d'échec Bien et sûr. c'est forcément beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. On peut se dire: «Beh, Amazon, il y a énormément de trafic, on va forcément vendre dès les premiers jours». Toi, est-ce que justement tu as rencontré des difficultés? Parce que, ça d'ailleurs, je serais curieux aussi de savoir, tu dis de développer un produit. Est-ce que c'est comme en dropshipping où finalement tu fais juste des tests et tu vois ce qui marche? Ou est-ce que tu dois vraiment travailler sur un produit un peu plus complexe pour pouvoir le vendre? Et également, du coup, au niveau des stocks, est-ce que tout ça peut, rajouter des barrières à l'entrée? Voilà, je serais un peu curieux, donc c'est un «mélange de questions» entre Ouais. guillemets, entre les difficultés de ce business qu'on peut avoir et aussi, tout cet aspect un peu plus logistique, dont tu nous parles. Alors, c'est sûr, aucun business n'est facile à lancer, que ce soit l'e-commerce ou même d'autres business, hein, que ce soit un YouTube ou C'est l'affiliation, ça, il y a rien de facile, et ça, moi, c'est quelque chose que sur ma chaîne, j'en parle énormément. Je dis toujours: «Arrêtez de croire au Père Noël, c'est pas parce qu'on fait des vidéos YouTube parfois, oui, lui, il a gagné 10 000 € en un mois ou ça». C'est pour, attiser un peu le truc, pour éveiller la curiosité, mais c'est c'est très, ça. très rare que tu aies, tout de suite des gens qui réussissent du jour au lendemain parce que voilà. Alors ceux qui réussissent du jour au lendemain, c'est soit ils ont déjà les connaissances et puis ils ont lancé très rapidement et puis, bah, ça va plus vite ou alors ils ont des gros budgets, donc forcément ça fait des gros chiffres. Donc faut faire vraiment attention à ça et moi je dis toujours sur ma chaîne, il y a rien de facile et il faut du boulot. Si tu bosses pas, c'est mort. Donc en fait ce business Amazon, c'est vrai qu'il a l'air facile à lancer, mais c'est comme tout business, il y a des choses faciles, il y a des choses moins faciles. Moi, j'ai envie de dire, il faut juste suivre un process. C'est une fois que tu as ton process et tu sais exactement tous les points de passage par lesquels tu dois passer pour lancer ta boutique, il y a pas de raison que tu n'y arrives pas. C'est ce que je dis toujours, je suis pas plus intelligent qu'un autre ou les autres vendeurs sont pas plus intelligents, c'est juste qu'ils suivent le process et qui d'un point de vue mindset, faut pas lâcher parce qu'eux, il y a l'entrepreneuriat, Ouais, ah, c'est ça. tu me diras, hein, mais, c'est la moitié du temps, des embêtements pour C'est pas parler vulgairement. ouais, Il y a toujours des même, problèmes. même plus. Voilà, que ce soit avec le fournisseur, que ce soit avec la logistique, les douanes, enfin bref, il y a toujours des problématiques. Donc ça demande du travail, et sans travail, ça mène à rien. Et j'ai Tout certains de à mes fait. clients, hein, qui ont pris des accompagnements et même avec des accompagnements, ils lâchent l'affaire. Ils disent: «Non, mais finalement j'arrête» parce qu'ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Voilà, donc ça, Ouais, c'est pour ça que pour, tous ceux qui pensent que c'est facile, non, c'est pas facile, il y a du boulot. Et d'un point de vue erreur, moi, c'est quelque chose où j'ai toujours été hyper transparent, sur ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos où je montre où est-ce que je me suis planté. Il y a des choses que j'ai bien faites, il y a des choses que j'ai mal faites, mais ça fait partie du process, ça fait partie de l'apprentissage. Si tu fais aucune erreur et tu apprends pas et au bout d'un tout moment, à tu fait. prends de plus en plus de risques, tu achètes de plus en plus de quantité jusqu'au jour où bah, tu as fait une erreur que tu avais pas faite avant et ça va te coûter très cher. Donc moi, j'ai envie de dire, j'ai un peu fait le crash test de tout. J'ai testé plein de choses sur Amazon. Il y a des choses qui ont bien marché, d'autres pas du tout
et je suis hyper transparent. Je suis pas, le meilleur du monde et du coup, bah, ça permet aussi d'amener une certaine transparence et une certaine authenticité parce que j'ai pas tout réussi. Par contre, maintenant, j'ai Ouais, un business qui tourne, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire, donc c'est ce qui me permet aussi c'est pour ça que je peux proposer, tu vois, des accompagnements et tout, tout à fait, parce ouais. que je sais ce qui marche pas et d'un point de vue erreur, bah, en fait, moi, je suis en mode, je suis un peu comme dans mon ancien boulot, je suis un grand amateur de tests. Si tu testes OK, pas, tu peux pas savoir si ça va marcher ou pas. J'ai testé YouTube, j'ai testé l'affiliation, j'ai testé TikTok, j'ai testé Instagram, j'ai testé Amazon, j'ai testé plein de choses et il y a des choses qui prennent, d'autres non. Et sur Amazon, c'est exactement la même chose. Quand tu vas réfléchir à des idées produits, évidemment, le but, c'est pas de prendre un produit qui existe déjà et juste de le balancer sur Amazon. C'est trop simple et maintenant, il y a de plus en plus de concurrence, on va pas se mentir sur tout Amazon, à même fait. si on peut encore s'en sortir. Il y a des niches, exploitées, enfin bref, il y a plein de choses, encore à faire. Mais si tu ne travailles pas ton offre produit, si tu fais un truc lambda, sans différenciation, sans branding, sans rien du tout, ça va pas forcément marcher. C'est donc moi, je suis un fervent du test et au global, moi, sur ma boutique Amazon, j'ai lancé 7 produits. Donc à chaque fois, c'est des investissements à faire, hein, du budget à sortir et Tout à cetera. fait. Et sur les 7 produits, à chaque fois, c'était des tests, donc c'est un peu comme si tu lançais ta canne à pêche et puis tu vois si ça va mordre. Et sur les 7 produits, bah, finalement, il m'en reste plus que 2 parce que tous les autres, c'était des tests. Alors je les ai vendus, mais ça faisait pas forcément assez de marge. La pub, elle coûtait un peu cher ou alors, la concurrence devenait trop grosse parce qu'il y a tout le monde qui a voulu venir sur le même produit. Donc au bout d'un moment, tu es chef d'entreprise, si tu vois que ça marche, tu gardes, si ça marche pas, tu arrêtes. Donc moi, j'ai arrêté, j'ai gardé les 2 produits qui marchent le mieux pour moi et qui me permettent de dégager de la marge. Donc sur ces points-là, il faut tester et il faut travailler une offre. Donc c'est pour ça que à tous mes clients, je leur dis: «Quand vous voulez aller sur Amazon, il faut analyser le marché et il faut réfléchir à une offre qui va répondre à une problématique». Dans le marketing, c'est toujours la même chose. C'est quand tu veux proposer une offre qui répond à un besoin. Donc là, c'est la même chose. Donc on identifie en fait sur le marché, avec les commentaires qui sont sur Amazon, on regarde de quoi se plaignent les gens et par rapport à ces plaintes, nous, on va essayer de proposer un produit qui répond à ces problématiques. Donc on va créer une offre unique, si possible brandée avec notre logo, avec un beau packaging, donc il y a un travail un peu plus poussé que juste de prendre des produits sur Alibaba ou AliExpress et de les revendre classiquement. Là, il y a du travail de branding, il y a quand même quelque chose, assez poussé à faire. On achète des quantités, on livre les entrepôts Amazon et on vend notre produit. D'accord? Donc Ouais, voilà, ça résume un peu le truc et d'un point de vue logistique et gestion de stock, comme je l'ai dit, à l'inverse du dropshipping où tu peux trouver un fournisseur et à chaque commande, tu lui achètes le produit et puis tu l'envoies, au client, eh bien sur Amazon, il te faut des stocks. D'accord? Il te faut des stocks, parce que si tu peux pas faire de dropshipping sur Amazon, c'est impossible. Pourquoi? tout à Parce que fait. les frais de livraison, pas les frais de livraison, pardon, le délai de livraison, du fournisseur, il peut varier. Alors, ça peut prendre, 5-6 jours, comme ça peut prendre plus longtemps, pour envoyer le produit, et le client, quand il achète sur Amazon, lui, il veut son produit dans les 24 heures, voire Ouais, 48 heures. tout Si à tu fait. dépasses, c'est mort. Tu vas avoir une plainte, un remboursement et au bout d'un moment, s'il y a trop de plaintes, Amazon va fermer ton compte. Donc, Ouais, en gros, tu peux pas forcément faire ça. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'on achète des quantités. Alors tu es pas forcément obligé d'acheter 1000 pièces d'un produit. Tu peux commencer avec 300, voire 200 et j'ai même des clients, quand ils se positionnent sur des produits un peu chers, ils achètent une centaine de pièces, d'accord? OK. Ils envoient dans les entrepôts et ensuite, ils testent le produit sur une centaine de pièces et si ça marche, bah, ils achètent de plus en plus par la suite. Et la gestion de stock, bah, c'est, classique quoi. Tu regardes ton rythme de vente, par semaine, tu vois combien de produits tu vends et cetera et après il faut juste anticiper des réassorts régulièrement. D'accord? Moi, c'est ce que je fais. Je sais que chaque mois, je vends, à peu près 400 pièces d'un de mes produits. Bah, je vais acheter pour, 3 ou 4 mois de stock et à partir du moment où je vois que j'ai vendu la moitié, je reprends des quantités et cetera et cetera. Voilà, donc la gestion de stock, c'est pas non plus, un truc de dingue. Mais petit à petit, voilà, tu t'y fais et il faut du budget. Donc c'est pour ça que je dis toujours un business sur Amazon, si tu as pas de budget,
ça sert à rien, il te Ouais, faut des quantités donc c'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos: «Attention, si tu veux te lancer, il faut au minimum 3 000 €, mais vraiment minimum, OK, minimum pour lancer un business Amazon». Ça, c'est le mini. Après bien sûr, si tu as plus de budget, te tu pourras faire un peu plus de choses. Tu pourras aller sur des meilleurs produits, un peu plus chers, tu feras plus de marge donc voilà, c'est comme ça un peu que tu peux le travailler, mais au minimum, il faut 3 000 € pour bien le faire et ce qui est bien avec le business Amazon, c'est que tu as pas forcément de budget pub supplémentaire à ajouter, puisque le budget pub, il est calculé à l'intérieur du calcul de rentabilité du produit. Donc il y a pas OK, d'accord. de dépenses externes en plus, tout est mis à l'intérieur donc c'est aussi pour ça que perso, j'aime bien Amazon aussi. Ouais, de toute façon, je crois que tu peux pas faire de publicité Facebook vu que tu as pas de pixels ni rien, si je dis pas de Ouais, bêtises alors tu peux et mettre en c'est place que publicité tu peux mettre en Amazon. place ouais, tu peux mettre en place, pardon, des stratégies publicitaires pour, rediriger vers Amazon, mais étant donné effectivement que tu as pas de pixels, tu as rien du tout, tu peux pas retargeter, donc c'est juste de la pub que tu vas faire. Alors il y a aussi d'autres stratégies avec la pub, externe, pour embaser, tu sais, embaser des emails et ensuite envoyer des Oui, emails tout à pour fait. envoyer sur Amazon, donc il y a plein de stratégies comme ça que tu peux faire, mais effectivement, quand tu vas sur Amazon, tu utilises les outils Amazon au début et après si tu veux développer, tu peux faire autre chose. OK, c'est intéressant et d'ailleurs, bah, tu as répondu à ma question. Justement, je me demandais par rapport au stock, donc tu nous dis qu'il faut minimum 3 000 €, donc plutôt compter une fourchette un peu plus large pour être sûr de pouvoir Mmh, faire plusieurs tests parce que c'est comme tout et comme tu l'as dit, tous les produits ne vont pas forcément marcher du premier coup. Donc ouais. j'imagine, il faut pouvoir avoir un petit roulement quand même pour tester plusieurs produits s'il faut. Donc Mmh. c'est assez intéressant et est-ce que tu estimerais à l'heure, actuelle que Amazon FBA peut être considéré comme un side business et peut être le business intéressant à lancer pour un particulier? Pour te donner quelques idées, moi, j'estime qu'un bon side business, c'est quelque chose qu'on peut essayer de lancer à 2-3 heures par jour, sans compter les week-ends. Donc, si on peut prendre en compte les week-ends, ça, on peut rajouter 3, 4, 5 heures en plus par jour de week-end. Donc, allez, on va dire 8 heures le week-end. Pourquoi 2 heures? Parce que la majorité des gens qui cherchent à lancer une activité sont principalement en CDI ou en études, donc l'équivalent d'un 35 heures minimum. Donc, j'estime qu'on peut facilement trouver 2 heures par semaine, par jour, excuse-moi. C'est d'ailleurs ce que je fais actuellement. Je suis encore en alternance, mais équivalent de 35 heures quand on fait école et travail. Donc moi, ce que je fais, je sais que j'ai un rythme matinal, je me lève vers 5-6 heures, je travaille à 9 heures, je suis pour mon entreprise et là, je commence simplement à travailler. Mais au moins, ça m'a permis de faire, allez, 2 heures et demie facilement sur mon entreprise et je sais que le week-end, je vais aussi retravailler dessus. Est-ce que et évidemment, notre aspect du side business, c'est pas de devoir avancer 100 000 €, mais comme tu nous l'as dit, avec, quelques milliers d'euros, c'est faisable. Donc, est-ce que pour toi, ça pourrait correspondre à un premier bon side business? Ou est-ce que c'est peut-être encore un peu trop technique ou peut-être un peu trop engageant en termes d'une personne qui n'a jamais lancé le réel projet, de devoir se plonger directement dans de l'apport de capitaux, avoir du stock chez Amazon et cetera? Ou est-ce que tu vois un autre side business serait plus intéressant? C'est possible aussi, Ouais, que tu as expérimenté peut-être? ouais, bah, pour tout te dire, entre guillemets, «je suis un peu la preuve, la preuve vivante que tu peux le faire». Pourquoi? Parce que quand j'ai lancé, tous mes business Amazon, comme je t'ai dit, j'étais en CDI, dans un boulot qui me prenait énormément de temps. Ouais, Heu, En plus de ça, bien sûr, bah, j'ai une femme, j'avais un petit garçon, enfin j'ai un petit garçon, il est toujours là. Femme, petit garçon, donc ça prend beaucoup de temps aussi, et j'ai réussi à lancer un side business, déjà sur Amazon et en plus derrière, faire d'autres side business à côté. Donc pour tous ceux qui travaillent et qui se disent: «Est-ce qu'on peut lancer un side business sur, pour l'instant, n'importe quel business?» Ouais, c'est complètement possible et il faut se donner les moyens, il faut de la motivation. Alors moi je travaillais pas le matin parce que moi je t'avoue, j'ai besoin de faire dodo, j'ai ouais. besoin de dormir, donc je C'est plus du travaillais. soir de ce que j'ai vu. Voilà, donc moi je travaillais principalement le soir, mais aussi, par exemple pendant ma pause déj. Pendant ma pause déj, en fait, j'avais la chance d'avoir les bureaux qui étaient à 500 mètres de chez moi, donc c'était royal. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je rentrais à la maison, je mangeais un petit truc rapidement et après je travaillais sur mes side projects. Je retournais au boulot, j'allais chercher les enfants et après quand ils étaient au dodo et ben, au lieu de regarder Netflix, bah, pendant 1 heure et demie, je continuais à faire deux-trois petits trucs et cetera. Donc c'est faisable. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est, il faut de la motivation.
parce que c'est sûr, c'est beaucoup de boulot, c'est engageant, il faut faire quelques sacrifices, hein. C'est ce que je dis, pas de Netflix le soir, pas de PlayStation, non, non, faut faire focus. D'ailleurs, j'étais un grand joueur de jeux vidéo avant et Ouais. bah, pour tout te dire, ma PS4, j'ai déménagé, elle est mise, sous ma télé et je l'ai même pas branchée. Ça fait depuis, je crois ça fait 3 ans que je l'ai pas allumée. Donc voilà, Ouais, en gros, faut faire quelques sacrifices, mais une fois que tu as «l'habitude» entre guillemets, de bosser, que tu as ton petit rythme, en fait, ça devient naturel. Tu as même plus besoin de te dire: «Oh là là, ça devient naturel, d'accord? Donc c'est tout à fait possible de lancer des side projects. Après, en termes de choix de side project, là, ça va vraiment dépendre de chacun. Si tu as du budget, perso, le e-commerce, c'est très, très bien, parce que ça te permet de développer un asset, une marque, de commencer à mettre le pied dedans et en termes de revente derrière, c'est nickel et surtout ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est automatique. Donc un business Amazon, par exemple, c'est automatique et c'est pas lié à toi. C'est-à-dire que, il y a pas de personal branding derrière. C'est ta tout à marque, fait. effectivement, mais c'est déconnecté de toi. Donc si tu veux la revendre, c'est beaucoup plus simple, d'accord? Donc ça, c'est un premier truc. Si tu as un peu de budget et que tu veux faire du e-commerce, tu peux le faire en side project. Après, il y a d'autres business, moi, que j'adore, et c'est notamment l'affiliation marketing. Je trouve que c'est peut-être l'un des plus beaux business qui existent. C'est vraiment un truc Ouais, de dingue que tu peux faire en personal branding ou tout à pas fait. du tout en personal branding. Tu peux le faire en mode, tu peux faire des vidéos YouTube, tu peux faire des vidéos sur, TikTok, tu peux faire un compte Instagram sans qu'on te voit. Donc, pour tous ceux qui ont peur de se montrer, tu peux absolument faire ça et puis en plus en ce moment avec tout ce qui se passe autour de l'IA, tu peux C'est faire ça. plein de choses. D'ailleurs, en ce moment, tu vois, pour tout te dire, tellement je suis un peu taré du boulot, je suis en train de lancer justement une nouvelle chaîne YouTube. Alors, pour l'instant, elle est pas créée, donc c'est pour ça que je vais pas en parler, mais je suis en train Pas de de lancer souci, ouais. une chaîne YouTube où, en fait, ça va être uniquement une chaîne YouTube autour de l'affiliation. Quand je parle OK, d'affiliation, c'est je vais montrer comment utiliser plein de logiciels, faire des présentations de logiciels, comment faire des tutos, plein de trucs sans jamais me voir. Personne ne OK, verra et l'objectif, c'est de me positionner en référencement sur YouTube, sur ces trucs-là, d'insérer mes liens d'affiliation et derrière de faire, d'augmenter les revenus d'affiliation. Donc ça, c'est un business pareil qui est automatique, alors là qui peut être un peu plus relié à toi. Il faut voir ouais, comment le OK. traiter, mais ça, voilà, faire une vidéo YouTube, ça prend pas, 4 heures, la poster sur YouTube, ça prend pas très, très longtemps. Faire un site, faire un site pour faire du blogging, ça prend pas trop de temps, enfin bref. Donc il y a différents types de business que tu peux lancer, et franchement, 1 heure par jour, 1 heure et demie, voire 2 heures, ça suffit au départ pour se lancer. Tu peux lancer des business, en faisant ça et petit à petit, bah, effectivement, quand ça peut-être qu'un jour tu feras 100 focus sur tes business, bah, là, tu as encore plus de temps, donc tu peux développer encore plus vite. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. C'est pour ça que moi sur mes réseaux, je parle de différents business, je parle d'affiliation, je parle d'Amazon FBA, je parle de YouTube, tu peux faire pas mal de trucs et une fois que tu as ciblé un business, tu fais focus dessus à 100. Parce que, Ouais, je suis d'accord avec parfois toi. ça peut être aussi de se dire: «Ouais, je vais faire plein de trucs en même temps». Alors là, pendant que je suis en train de te parler, je me rends compte que moi, c'est je dis des choses, je donne des conseils, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai lancé Amazon, j'ai fait YouTube, j'ai fait l'affiliation, j'ai un peu entre guillemets, «tout fait en même temps», mais relié autour d'Amazon. Donc en Oui, c'est gros, ça. c'est pour ça que ça a été un peu plus facile parce que j'ai pas commencé à faire de l'affiliation sur un autre truc complètement différent. C'est que, bah, j'ai tout combiné dans cet écosystème-là, donc c'était un peu plus facile. Mais il faut éviter de vouloir s'éparpiller parce que c'est ça un peu la j'ai envie de te dire un peu «la maladie» entre guillemets, je le trouve, hein, après tu me diras ce que tu en penses, mais la maladie de 2023, c'est que les gens, ils trouvent un business sur YouTube ou ailleurs ou sur TikTok, ils scrollent, ils voient un business, ils disent: «Waouh, trop bien!» Ils se renseignent, ils regardent des vidéos, parfois ils prennent des formations, ils commencent et puis au bout de quelques mois, ils lâchent et puis ils voient un nouveau business, ils disent: «Ah, trop bien ça!» et donc en fait, ils changent de business à Ouais, chaque fois et ils vont pas au bout des choses. Et au bout d'un moment, ils se disent: «Ouais, mais en fait, vas-y, c'est du vent, ça marche pas». Si, si, ça marche. Je peux t'assurer que si tu prends le temps, tu travailles, ça marche. C'est un peu comme, les réseaux sociaux ou YouTube. C'est sûr que si tu fais 3 4 vidéos, tu vois que tu as, 10 vues et que tu arrêtes,
Ça marche pas, hein. Moi, je reprends à chaque fois, je remonte mes débuts sur YouTube. Bah, pendant le premier mois et demi, j'avais quasiment pas de vues, j'avais les vues de mon beau-frère, les vues de ma femme, enfin, Ouais. il y avait rien et après c'est venu et c'est pour ça qu'il faut de la récurrence. Donc dans ton travail, quand tu veux développer un side business, bah, tous les jours, c'est de la récurrence, c'est une habitude à avoir et puis il faut aller au bout du truc et logiquement, il y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ouais, c'est sûr, mais je suis d'accord avec toi et je dirais même que ça remonte bien avant 2023 et je pense juste que c'est dans la Mmh. nature humaine, en fait. Parce que si tu regardes tous les aspects, c'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend là l'aspect du business, des différents business. On a eu la période dropshipping, on a eu la période SMMA, on a eu la période, NFT, crypto-monnaie, trading, tout ça. Donc tous ceux qui sautaient, on les voyait, hein, ceux qui sautaient de gauche à droite, mais aussi ceux qui restent bloqués dans un business. Tu peux avoir ça aussi, le dropshipping. Tu vas dire: «Beh, tiens, mon produit, c'est peut-être pas le meilleur, donc je vais aller chercher lui, puis lui». Ou d'autres choses dans les relations, des personnes qui, changent de petites copines, par exemple, tous les ans parce qu'ils cherchent justement cette nouveauté. Ou alors dans le sport parce qu'on va dire n'importe quoi, la salle de sport, ils vont essayer 36 différents programmes parce qu'ils vont Mmh. dire: «C'est ça qui va mieux le développer». Pareil pour les régimes. Donc je pense que ça, malheureusement, c'est plus l'aspect humain et justement, c'est pour ça, moi, j'estime qu'il y a 3 facteurs pour être sûr quasiment de réussir. Genre, c'est un petit peu la recette secrète. Si on a une, je pense que c'est ça, c'est complet, enfin, c'est compléter discipline, focus et temps. C'est-à-dire que l'objectif, évidemment, c'est d'être sur une tâche précise, donc un business précis. Je vais donner mon exemple, c'est d'être 100 focus sur YouTube, d'y travailler absolument tous les jours et aussi, surtout, de laisser du temps. C'est-à-dire que je veux pas réussir en une semaine. Je suis prêt à attendre peut-être 1 an, 2 ans avant d'avoir ma réelle vision. Évidemment, je ne dis pas d'attendre 1 an ou 2 pour avoir vos 200 abonnés, mais de réellement développer le business. Et après, évidemment, il faut aussi laisser une petite part de chance parce que tu peux très bien être discipliné, focus et laisser le temps. C'est un peu comme je donne souvent cette image, la personne qui cherche du pétrole, mais en cherchant à la petite cuillère, ben, elle aura beau être disciplinée, le faire tous les jours, être focus sur juste chercher du pétrole et sur une zone précise et laisser le temps, peut-être 5 ans, si elle y va à la petite cuillère, ça risque de pas le faire. Donc, il faut quand même arriver à jouer avec cela, mais je dirais que c'est les 3 facteurs les plus importants et justement, comme tu le disais aussi, ça dépendra des gens, mais quand en général tu te focuses sur une seule chose, c'est de cette manière-là que tu vas l'obtenir beaucoup plus rapidement et «facilement» entre guillemets. Évidemment, c'est pas pour ça que en 1 heure c'est fait et facilement, que c'est en faisant trois tapes sur ton clavier que tu deviens millionnaire. Ça, on est d'accord là-dessus, je pense aussi. Mais justement, j'ai trouvé une nouvelle méthode en fait que j'ai appliquée depuis, début 2023, je dirais. C'est le monk mode. J'imagine tu en as peut-être entendu parler, Mmh. ça devient de plus en plus à la mode. Donc pour ceux qui connaissent pas, ma manière de faire, c'est de en général, je prends 9 semaines de sprint, c'est-à-dire qu'on se fixe un seul objectif. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous lancez, votre, magasin, enfin votre Amazon FBA pour vous, ça va être peut-être de trouver votre premier produit gagnant dans les 9 semaines. Je dis n'importe quoi. Eh bien, pendant 9 semaines, vous avez une routine presque «militaire» entre guillemets. Vous limitez les distractions, vous maximisez votre temps de productivité et vous vous focussez sur cet objectif-là et forcément, vous avez beaucoup plus de chances de l'atteindre. Et ce que je fais, moi, c'est que j'alterne aussi avec une période d'ordre et de chaos. J'imagine, toi, c'est peut-être un peu plus compliqué vu que tu as déjà ta vie de famille, tu as tes enfants ou autre, donc ça peut être un peu plus complexe à gérer. Moi, je sais que j'ai quand même plus cette chance d'avoir cette liberté-là étant plus jeune. Donc, en général, je fais un ordre, on va dire, de plusieurs mois. Et souvent, en fait, ma période de chaos va être l'été. Pourquoi? Parce que je suis plus jeune, donc j'ai mes amis enfin, qui sont soit à l'étranger pour les études, soit dans d'autres villes très loin que je ne vois pas. Donc, on se retrouve l'été, forcément, on va le soir boire un coup, on va manger à gauche, à droite en semaine. Donc, c'est moins productif, on va dire, forcément, pour le travail. Mais j'essaye de garder du 20-80, c'est-à-dire que je fais 20% des efforts qui m'amènent 80% des résultats, histoire de quand même garder ce momentum. Mais aussi le fait, du coup, d'avoir cet ordre-là, c'est-à-dire être hyper strict sur certains mois. Imaginons, j'ai fait ça, du coup, j'ai commencé à peu près vers fin février l'année dernière, donc mars, avril, mai, juin, j'ai fait ultra strict et après juillet, août, c'était plus, chaos, on va dire et là, je repars depuis septembre jusque pendant plusieurs mois dans de l'ordre très strict, on va dire et c'est un petit peu cet alignement-là entre monk mode et ordre qui m'a permis, en fait, je dirais justement de trouver pour vous qui regardez le podcast, évidemment, si vous souhaitez lancer un side business, je pense qu'en fait, il y a pas d'équilibre. C'est-à-dire, soit on est à fond et on est une personne qui travaille extrêmement bien dans l'extrême, c'est-à-dire soit on fait la fête de manière extrême, soit on est focus de manière extrême. Si vous faites la fête de manière extrême, faites-le, mais pas la plupart du temps, évidemment. Faites que ça soit qu'une petite partie de l'année.
Et il y a d'autres personnes qui, eux, il faut l'équilibre parfait. Mais ça, j'ai l'impression que c'est peut-être plus une utopie qu'autre chose. Tu me diras si tu fonctionnes comme ça. C'est-à-dire à la fois développer son business, développer son sport, développer toutes ces choses-là. Il y a un ordre de priorité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je développe mon business. Je peux pas non plus arrêter de travailler et d'arrêter mon master parce qu'il est en cours. Donc, ça reste un petit objectif quand même. Et je fais de la boxe où j'ai quand même pour objectif de faire les championnats de Provence. Donc, ça reste quand même un objectif. Mais le tout est de savoir, en fait, prioriser l'un de tout ça. Je sais pas si tu es un peu d'accord avec ça, si tu fonctionnes de la même manière. D'ailleurs, ça peut être intéressant, même si tu l'as un peu expliqué, ta manière peut-être d'arriver à parce que je sais, j'ai beaucoup ces discussions-là, c'est que les gens, en fait, le plus gros problème, c'est de trouver du temps, de réussir à être discipliné, de trouver une certaine routine, en fait. Je sais pas si tu peux la partager peut-être un peu plus en détail par rapport à ta situation qui est totalement différente de la mienne, vu que tu es père de famille, que tu habites chez toi et cetera. Ouais, ouais, non, mais complètement et je te rejoins sur l'aspect, sur ton organisation, comment tu le fais. Effectivement, je fais à peu près pareil. Moi, pareil, hein, j'ai une période entre guillemets «un peu de chaos» pendant juillet-août parce que, bah, il y a plus d'école, il y a plus de crèche. Enfin, C'est la ça. crèche, il peut y avoir un peu, donc faut garder les enfants ou alors faut partir en vacances, je suis voilà, donc on est humain et puis on a besoin de partager là et tu vois, par exemple, tout le mois d'août, bah, j'ai tout coupé. J'ai, Ouais, quasiment j'ai vu ça. peut-être, j'avais préparé des vidéos YouTube en avance pour pouvoir les Tout à fait. lancer pendant le mois d'août, donc en soi, au mois d'août, j'ai rien eu à faire, tout était prêt. Il fallait juste que ça se lance, automatiquement. Mais Et sinon, ça t'a fait quasiment 20-80 en fait, voilà, j'ai comme fait moi. focus pendant tout le mois de juillet. Je me suis dit: «Mois de juillet, il faut que je crée du contenu à fond pour tenir tout le mois d'août, pour avoir du contenu régulier tout le mois d'août, et moi de mon côté, je vais en vacances» et c'est exactement ce que j'ai fait donc tout le mois de juillet, j'étais en mode focus. Je devais aussi finir ma formation Amazon parce qu'il fallait que je développe tout ça. Il faut que je développe aussi ce projet de business, au petit à petit donc en gros, tout mon mois de juillet, bah, j'étais enfermé chez moi. Il faisait super chaud, mais j'étais enfermé chez moi et je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et après, évidemment, quand il y a les enfants, et cetera, bah, tu stoppes, tu t'occupes d'eux, puis après tu reprends. Donc, je fais quasiment la même chose. Et effectivement, maintenant, à l'époque, quand j'étais salarié, on va dire que vu que j'avais mon salaire, je faisais, mais tu vois, sans forcément être ultra discipliné. Parce que j'avais mon salaire Ouais, qui tombait. Donc, en soi, je me dis, ouais, c'est bon, si je le fais plus tard, c'est pas grave. Quand tu prends la décision de partir, il faut ramener des sous dans la c'est maison parce ça. que il y a des frais, bah, ouais, il y a des enfants, une femme, il y a plein il y a des frais, il y a une voiture à payer, il y a ci, il y a ça, donc c'est pas la même chose. Donc c'est à ce moment-là où tu redéfinis tes priorités et tu dis: «OK, dans mes business, qu'est-ce qui me fait gagner de l'argent? Qu'est-ce qui m'en fait perdre?» Et au bout d'un moment, tu fais le tri très rapidement. Tu dis: «OK, ça me fait gagner de l'argent, je le développe. Ça va, je le développe. Ça me fait prendre ça me prend du temps, ça me fait rien gagner, j'arrête» et cetera et cetera. Donc en Ouais, fait, c'est vraiment se définir les priorités. Alors moi, c'est comme ça que je les définis, c'est mes priorités. Effectivement, priorité business, YouTube, faut que je développe, formation en ligne, faut que je développe, mes accompagnements, ça tourne et mon business Amazon, l'affiliation. Ça, c'est mes business, faut que je développe, 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 mais voilà, c'est ma priorité 1 et après effectivement, il y a des priorités aussi de vie parce que l'objectif, évidemment, c'est de développer ses business, mais faut aussi en profiter un peu, faut vivre, tout à heu, fait. sinon, au bout d'un moment, tu peux très vite péter un câble. Moi, je travaille de chez moi, donc c'est vrai qu'au niveau interaction humaine, c'est assez pauvre, sauf, bah, Pareil. tous les après-midi, je suis en coaching avec des gens, donc je discute avec des gens, mais physiquement, il y a personne à côté de moi, je suis tout seul. Donc c'est la raison pour laquelle, en deuxième priorité, je me suis dit: attention au ciboulot pour pas péter un câble. C'est Donc sûr. pareil, je me suis remis au sport. Bah, dès que j'ai arrêté mon boulot, je me suis remis au sport. Donc je suis retourné donc je vais à la salle tous les midis quasiment. Je fais mes trucs, je vois du monde, je vois d'anciens collègues de mon boulot. Donc ça me permet de garder un équilibre entre business plus vie, humaine. Enfin voilà, le fait de juste profiter un petit peu. Mais effectivement, on redéfinit vraiment ses priorités et quand tu as tes priorités, focus, focus, focus. Là, c'est non négociable, et tu mets ta routine. Donc c'est pour ça, moi, tous les dimanches soirs, je planifie ma semaine. Je sais que sur ma semaine, j'ai deux trois priorités et c'est là-dessus que je dois travailler. Donc je me mets sur mon petit, Google Calendar, je me fais des blocs de travail et je fais focus dessus. J'éteins mon téléphone et focus, focus et à partir du moment où j'ai fait mes tâches et je sais que j'ai bien avancé,
derrière, il y a un peu de on prend le temps, on va au sport, voilà, on fait ce qu'on doit faire C'est et ça. voilà. Donc je suis complètement aligné avec, ce que tu dis. Ouais, je pense que je fonctionne un peu de la même chose, surtout au niveau des 3 pôles. C'est-à-dire que j'estime en général, on a tous 3 pôles qui sont importants à remplir si on veut être heureux. Moi, je les ai définis je les fais souvent en début d'année. Là, je sais que c'est tout ce qui est argent, business, on va dire. Ce qui est santé, ça inclut du coup nutrition, ça inclut sport et aussi tout ce qui est santé mentale et ça inclut aussi du coup, enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui est social. Parce que toi, je suis exactement comme toi, parce qu'on peut dire: «Non, mais je vois du monde, je suis alternant, je suis en master», sauf que le master, je le fais en télétravail parce que c'est une école à distance et l'alternance, c'est du télétravail 100 aussi. Donc et mon business est 100 à distance aussi, vu que c'est ma chaîne YouTube, c'est tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que théoriquement, si je ne fais rien et que je n'ai pas d'amis, je suis tout seul chez moi toute la journée. Donc c'est un peu déprimant. Donc forcément, comme toi, je fais du sport. Quand je suis à la boxe, du coup, je vois du monde que j'ai connu assez récemment, je me fais de nouvelles connaissances. Quand je suis à la salle de sport, j'ai mes 2 meilleurs amis qui y vont, donc en général, on se retrouve tous les soirs parce que moi, j'y vais, du coup 3 fois par semaine plus les week-ends et les week-ends, je sais que j'ai pas mon vendredi soir parce que le samedi matin, je travaille. Pour moi, le samedi, c'est limite un jour de semaine. Le dimanche, j'ai juste un petit live que je tourne pour, continuer à créer du contenu, mais je sais que le samedi soir, on peut se voir, que le dimanche, voilà, je passe du temps avec eux, on va faire un foot pour s'amuser ou autre. Mais donc voilà, il faut que j'ai vraiment ces 3 choses-là qui soient remplies et d'ailleurs, pour, tout le monde, je conseille à trouver ces 3 choses-là. Peut-être que pour toi, il y aura plus l'accent famille puisque forcément, tu as ta femme, tu as Mmh, tes enfants, donc ça prend une part importante. mmh, Moi, j'ai plus l'aspect social actuellement parce que forcément, je suis plus jeune, donc c'est plus amis, si j'ai une petite copine à un moment donné, c'est pour passer du temps avec elle, imaginons. Business aussi, parce que je suis en mode tout début et forcément, il faut que je développe aussi et aussi parce que j'ai des grosses, grosses ambitions. Je pense un peu comme toi et comme tous ceux qui veulent entreprendre. Donc je sais que si je travaille pas, chaque jour sur mon business, bah, tu as certainement connu ça, c'est un petit peu cette frustration quand tu vas te coucher, le fait de pas vraiment, avancer sur ce que tu dois faire. Donc voilà, je sais que si je remplis toutes ces choses-là, en fait, c'est juste le bonheur. Et mmh. d'ailleurs, du coup, j'aimerais aussi rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, au niveau de quand tu as quitté ton travail et que tu as annoncé ta démission. Toi, dans ton cas, du coup, ça s'est fait quand tu es revenu, tu estimais que ça allait être à peu près similaire. Pour une personne plus lambda qui lance son business, qui a ses premiers résultats, en général, on est tous un petit peu excités et on voit tous plus grand que ce qu'on est actuellement. Donc, on pense qu'on va doubler le mois prochain directement ou autre. Par rapport à ton expérience, donc moi, j'ai pas cette expérience-là, vu que je suis en alternance, j'ai pas eu encore connu le réel CDI, on va dire. À quel moment tu arrêterais, enfin, pour toi, quel est le bon moment de quitter son travail et par rapport aux chiffres qu'on a en face de son side business ou du coup même de son business, on pourrait dire? Alors c'est une très bonne question et moi, en fait, j'ai vraiment une vision. Alors ça peut m'arriver, j'ai une vision, on va dire, très, en mode père de famille, Ouais, logique, forcément. voilà, si j'avais je pense que si j'avais commencé plus tôt, je pense que j'aurais été un peu plus, en mode, je pars plus vite, parce que en fait, j'ai démarré tout ça, autour de la trentaine, sauf que moi, quand j'avais la vingtaine, il y avait pas autant de choses autour du business, Tout à c'était fait. en 2010, tu vois? 2010, en Ouais, 2010, il y avait pas autant de choses que maintenant, donc c'est aussi pour ça que moi, j'ai pris un peu plus de temps pour me lancer, mais ce que je dirais à quelqu'un qui veut lancer un side business et savoir quand est-ce il faut partir, c'est juste pour moi personnellement, je pense que c'est juste une question, heu, d'argent et de planification. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de partir, avant, le premier truc que j'ai fait et c'est ce qu'on m'a appris aussi, parce que j'ai regardé un petit peu à droite à gauche comment faire pour se barrer et cetera et j'ai beaucoup parlé aussi à d'autres entrepreneurs qui avaient quitté, justement leur job et pour la plupart, ce qu'ils ont fait, c'est juste faire un tableau, entrée, sortie. Est-ce que ton business te fait gagner assez d'argent pour pouvoir payer au minimum, tes différents frais? C'est le OK. premier truc qu'il faut faire, c'est de se dire ça. À partir du moment où ton side business commence à générer du cash et qui peut prendre une première partie de tes revenus, là, tu peux commencer à y réfléchir. Je déconseille évidemment de se barrer ou enfin de se barrer de son boulot, au bout de 3 mois de side business parce qu'il C'est faut quand sûr. même voilà, il faut, c'est ce que j'appelle la récurrence, notamment dans les entrées. Si c'est trop en mode,
up and down, c'est très dangereux. Il faut que ce soit stabilisé, que tu vois que tu as des revenus réguliers. À partir de ce moment-là, tu peux commencer à y réfléchir et ensuite tu fais ton petit tableau, entrée-sortie et tu vois ce qui se passe. Et moi, dans mon cas, en fait, alors, je suis parti de mon boulot, mais j'ai pas démissionné. J'ai fait une rupture conventionnelle, heu et du coup, la rupture conventionnelle te permet de toucher le chômage. Donc il y a ça aussi à OK, prendre en compte, c'est que, bah, j'ai fait mes calculs et j'ai vu qu'avec le chômage, je gagnais, tant et ce revenu-là me permettait de payer mon loyer, ma voiture, l'alimentation, enfin les frais basiques autour, autour de ma vie et à partir du moment où ce truc-là, il était entre guillemets «un peu sécurisé», je savais que j'avais, mon chômage pendant 2 ans et ben je me suis dit: «Pendant 2 ans, je vais bosser mais comme un taré pour justement développer tous ces revenus et faire en sorte qu'à partir du moment où mon chômage est terminé, je dois pouvoir me payer». Donc je dois remplacer ce que le chômage me paye, je dois pouvoir me payer avec mes activités. Et là, OK, pareil, tu prends ton tableau et tu regardes tes revenus, tu regardes comment tu développes le truc et moi, je me suis mis des points de passage. Je me suis mis, avant de partir de mon boulot, fallait que mon business me rapporte tant pour pouvoir me quitter mon boulot. À partir du moment où j'ai atteint ça, c'est pour ça que ça arrivait pile poil au moment où mon petit garçon est né, bah, je me suis dit: «Je m'en vais» et ensuite, je me suis mis un plan d'action sur 2 ans, jusqu'à la fin de mon chômage. Donc mon chômage, il s'arrête l'année prochaine, donc au mois de mai de l'année prochaine et je me suis dit: «Sur ma première année, faut que mes business me rapportent tant». D'accord? Donc j'ai bossé pour que ça me rapporte tant et là, pour l'instant, je suis dans les clous. Je suis même, au-dessus de ce que j'avais prévu. Donc pour l'instant, OK, ça se passe super bien. Et là, donc sur la prochaine année, je sais que je dois faire rentrer tant d'argent dans tous mes business pour pouvoir, à terme, me payer à la fin du chômage. Donc en fait, j'ai mon plan d'action sur mes 2 ans. Alors, maintenant, je crois que le chômage, tu peux plus avoir 2 ans, c'est un peu moins, donc il faut bosser un peu plus. Enfin, c'est un peu plus peut-être un peu plus compliqué maintenant. Hem Mais en tout cas, moi, j'avais mon plan d'action. Donc là, maintenant, je le suis et je me suis toujours dit, avec l'expérience que j'ai de mon précédent boulot, si jamais il se passe quoi que ce soit, si jamais mes business tombent ou enfin bref, peut se passer quoi que ce soit, je sais entre guillemets que je pourrais retrouver un boulot très rapidement derrière. OK, J'ai des connaissances, j'ai un réseau, donc franchement, je me fais pas trop de soucis. Donc en fait, je me suis donné 2 ans pour exploser mon business et pouvoir en vivre pleinement, sans chômage à la fin, et ça, voilà, c'est le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de traquer ses revenus et de savoir si c'est jouable ou pas. OK et d'ailleurs, j'ai 2 petits conseils à donner pour les personnes qui nous regarderaient. Si en fait, si vous avez le droit au chômage, c'est une bonne chose, sauf qu'il y a pas beaucoup de monde qui le savent. Mais en fait, si on se met un mois au chômage, c'est-à-dire qu'on touche un mois de chômage et qu'on se déclare après ce mois-là en auto-entreprise, on a le droit théoriquement, du coup, à récupérer la moitié de son chômage en un coup. Donc, je dis des chiffres au hasard, hein, pour donner exemple. Imaginons, vous avez le droit à 10 000 € sur une période de 1 an, par exemple. Il faudra vérifier, hein. Je suis pas fiscaliste et je sais Mmh, que c'est possible, ça les lois peuvent changer suivant quand vous regardez. Normalement, vous pouvez demander la moitié de la somme à la création d'entreprise. mmh, Pour ça, il faudra avoir touché un mois de chômage au minimum et donc évidemment, vous attendez ce mois-là qui passe, vous touchez votre chômage et vous créez votre auto-entreprise et c'est un moyen assez simple d'avoir un flux de trésorerie un peu plus important. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce flux de trésorerie. Je sais pas s à mon avis, ils ne continuent pas de vous payer, forcément l'année qui reste. Je sais pas, il faut vraiment se renseigner parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais j'ai vu de l'entourage à moi le faire tout simplement. Premièrement, donc c'est une possibilité si vous avez besoin d'un gros apport ou si simplement le chômage, c'est quelque chose de secondaire ou votre activité vous rapporte déjà. D'ailleurs, c'est une question que j'aurai à te poser juste après mon 2e tips mmh, et pour je sais que c'est une audience un peu moins présente sur ma chaîne, c'est-à-dire que moi, ça tourne plus autour des 25-40 ans, ce qui est logique, c'est de l'investissement, c'est de la et autres, c'est de la bourse. Mais je sais que j'ai quand même la 2e plus grosse proportion est de 18 à 25 ans, donc majoritairement des étudiants. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à rester chez vos parents. C'est un conseil un petit peu bateau parfois, mmh, mais c'est ce que je fais actuellement et ça apporte énormément d'avantages. Évidemment, j'habite chez mes parents, je leur donne quand même un peu d'argent. C'est-à-dire que je suis pas là non plus pour vivre à leur crochet. C'est moi qui paye absolument toutes mes dépenses, hormis peut-être nourriture, électricité, eau, ça oui, forcément. Mais je leur donne quand même un peu d'argent chaque mois pour pouvoir leur aider avec la nourriture et vu que j'ai quand même un impact financier sur eux, donc ne pas non plus les encombrer de trop. Mais vivre chez ses parents, c'est une énorme opportunité, surtout si vous avez peut-être un salaire comme moi d'alternant de CDI. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez pouvoir mettre plus de côté, vous allez pouvoir réinvestir beaucoup plus dans vos business et vous allez aussi
pouvoir éviter toute cette charge mentale qui sera peut-être, je dis n'importe quoi, la charge des factures. Et si vous avez peut-être de la chance, c'est vos parents qui cuisineront le soir, donc ça vous libère théoriquement un peu de temps. C'est après à vous de gérer à midi s'ils sont pas là ou autre, mais ça vous permet quand même de libérer du temps. Vous pouvez les aider sur quelques tâches, mais vous n'aurez peut-être pas toutes vos lessives à faire, tous vos ménages à faire. Je vous dis pas non plus d'être un assisté chez vos parents évidemment. Aidez-les toujours. Pour moi, c'est normal de donner un peu d'argent quand vous en gagnez. C'est normal de payer toutes vos dépenses si vous voulez aller vous faire plaisir quand vous avez plus de 18 ans. C'est plus à vos parents forcément de payer, mais vous pouvez profiter quand même d'avantages qui est de réduire vos charges et de vous libérer du temps que vous n'aurez pas si vous devez habiter tout seul. Et là, c'est absolument tout que vous devez faire vous-même. Donc, traînez pas sans longueur non plus, pas jusqu'à 35 ans, mais quand vous le pouvez et une fois que vous vous sentez prêt, donc un peu à l'image de quitter son travail, quand vous pouvez et que vous savez que vous pouvez vous assumer, je dis pas ça assumer ric-rac, c'est-à-dire si vous gagnez 1 500 € et que le loyer chez vous est à 800 € et que vous avez un peu d'argent pour vivre, ça sert peut-être pas à grand-chose, autant rester encore quelques années chez vos parents. Mais autant profiter de ces périodes-là parce que finalement un business, ça a besoin d'essence. Cette essence, c'est aussi le cash et le temps et c'est les 2 choses qu'on peut le plus développer quand on arrive chez nos parents. Donc ça, je trouve que c'est aussi une bonne solution et un bon parti à prendre. Après, il y en a pour les études, ils sont obligés de déménager malheureusement, ça on peut rien y faire. Et du coup, j'avais une petite question par rapport à ton chômage que je me posais du coup. C'est tu dis que tu touches encore le chômage actuellement, comment ça se passe? Est-ce que du coup, ça prend ton chômage mensuel et ça vient juste compléter le surplus qui te manquerait pour toucher cette somme-là? Est-ce que tu as un salaire totalement à part de ton auto-entreprise? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand, j'ai décidé de quitter mon boulot, il y a eu une période entre, bah, du coup, quand je suis revenu, au mois de février et le moment où je suis parti de mon boulot, bah, tu sais, le temps de faire, les papiers et cetera. Donc je suis parti au courant mai-juin de mon boulot. Donc entre février et mai-juin, moi, je me suis renseigné de mon côté pour voir comment ça se passe au niveau du chômage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que, j'ai parlé à la conseillère, Pôle emploi, donc j'ai pris un rendez-vous, j'ai expliqué un peu mon projet, je lui ai dit: «Bah, voilà, moi j'aimerais lancer un business, enfin j'ai des trucs et tout». Et elle, ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est que si j'avais mon auto-entreprise, donc maintenant ce qui est bien, c'est que quand tu as une auto-entreprise avant le chômage et que tu souhaites la développer, eh bien tu peux toujours bénéficier du chômage, donc c'est ce qu'on appelle, alors j'ai OK, plus le nom exact, c'est, en gros, c'est, développement d'activité ou un truc comme ça. Donc en gros, le chômage te dit: «OK, tu avais une activité, tu veux la poursuivre, on te donne le chômage pour que tu puisses le faire». Ça, c'est le premier point, donc en auto-entreprise, tu peux le faire. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je voulais développer mon business, d'une manière plus importante, et surtout développer mon business Amazon en Europe. Et donc à ce moment-là, quand j'ai eu mon chômage, je me suis inscrit, j'ai eu mon premier mois de chômage et juste le mois suivant, j'ai arrêté mon auto-entreprise et j'ai créé une société. Donc là, je suis en SASU OK, actuellement, et ce qui te permet de faire exactement la même chose. Tu es en mode création de société, donc le chômage, enfin le Pôle emploi t'aide dans la création de ton business, et tu peux toucher ton chômage, donc tous les mois, tu touches, ta rémunération et en plus tu développes ton activité. Donc ça, c'est tout à fait possible. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc le chômage, enfin le Pôle emploi me paye tous les mois, bah, pour vivre, et j'ai dit à ma conseillère: «Bah, voilà, moi j'ai un projet d'entreprise, je suis en train de la développer. J'avais déjà testé ça avant, mais là je veux lancer en société». Elle m'a dit: «Il y a aucun souci, vous pouvez avoir une société et avoir le chômage. Par contre, il ne faut pas se verser de salaire. Si tu te ouais, verses c'est un ce que je me salaire disais aussi. voilà, si tu te verses un salaire en société, et bah, ça va automatiquement réduire ou ça va annuler ton chômage. Donc ce qu'elle m'a conseillé, c'est de se dire: «Pendant les 2 ans de chômage que j'ai, je crée une société et je me mets en président non salarié». Donc ça veut dire que je suis OK, président de ma SASU, mais je me touche pas de salaire. Je touche aucun salaire. Donc en gros, tout l'argent là, j'ai fini ma première année fiscale, là, il y a quelques semaines. J'ai, fait un bénéfice et donc ce bénéfice-là, soit je le laisse sur la société pour avoir du cash pour pouvoir me payer plus tard, ou alors je me le sors en dividendes. Et le ouais. Pôle emploi ne prend pas en compte les dividendes. Donc si Ah tu veux te d'accord, sortir des intéressant. dividendes, alors tu vas payer 30 de flat tax, donc tu vas payer des Tout à taxes sur fait. les dividendes, voilà. Mais derrière cet argent, tu le laisses sur ton compte et le Pôle emploi continue de te payer. Donc ça, c'est tout à fait possible tant que tu ne te verses pas de salaire. Et mon objectif du coup, c'est de se dire: j'essaie de mettre le plus d'argent de côté possible pour que quand je vais me payer, j'ai quasiment dans mon esprit, j'aimerais avoir 1 an de salaire sécurisé de côté sur ma OK. société.
Comme ça, j'ai le temps de voir venir. Si jamais il se passe quoi que ce soit, j'ai le temps de trouver un job, de faire autre chose et cetera. Mais bon, normalement, c'est pas l'objectif, mais j'ai le temps. Donc c'est comme ça que je le travaille et l'objectif après, là, justement, j'ai un rendez-vous dans pas très longtemps, avec ma comptable, là, dans quelques minutes où, en fait, là, je vais faire un montage en mode holding pour, justement éviter de payer des impôts sur mes bénéfices. Parce que là, cette année, cette première année a été exceptionnelle, sauf que je me suis retrouvé à payer 15 d'imposition, sur mon bénéfice et je vais pas te mentir. Ouais. Tu as un beau bénéfice, j'imagine et tu as pas trop de Ouais, frais. Enfin, tu as le frais ouais, de stock, quoi, mais tu as à pas des part, frais comme Amaz une oui, entreprise qui a beaucoup de frais, qui a des exact, locaux, qui a des voilà. salariés et toutes ces choses-là. C'est Donc ça, ouais, donc là, je vais pas te mentir. J'ai mais payé tu beaucoup apprends d'impôts à faire cette des année, frais. voilà, et c'est quelque chose que j'ai pas anticipé. J'aurais dû le faire avant, bref, c'est pas grave et donc là, j'ai rendez-vous avec ma comptable pour mettre en place un système de holding, heu, pour pouvoir, remonter tout le bénéfice que je vais avoir, de le remonter dans une société mère et en faisant ce travail-là, bah, au lieu de payer 15 tu payes, je crois, de 5 d'imposition sur tout le bénéfice que tu remontes à la holding et le but, c'est que c'est ma holding ensuite qui va me payer et cetera donc c'est des montages financiers, c'est pour ça que je dis toujours, et ça, c'est des trucs qu'on nous apprend pas, tu vois? À l'école, on nous apprend pas tout ça. Mmh. Heu, En fait, la France, c'est un paradis fiscal, mais on s'en rend pas compte. Et Ouais, ça, surtout c'est avec l'immobilier, par exemple, déjà. ouais, Tu quand fais je une le SCI dis avec la holding, des choses comme ça. exactement et le but, c'est ça, c'est de créer une holding et après de rebasculer cet argent, une partie pour me payer, tout le reste, au lieu de me le sortir en dividendes et de me faire plaisir, me faire des vacances, faire le fou et tout. Non, ça va être d'investir en immobilier, commencer à acheter des Exactement, stratégie appartements aussi. et cetera. Donc ça, c'est une vision que j'ai sur les 5 prochaines années. Dans Mmh. 5 ans, je me suis mis un objectif, je dois avoir 3 ou 4 appartements qui tourne tout seul. C'est mon objectif. Donc là, c'est pour ça que je bosse beaucoup pour en développer le maximum de bénéfices et après investir dans de l'immobilier pour que ça puisse faire des rentes, régulières aussi, et développer un peu tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que tu peux un peu le travailler. Évidemment, quand tu es un peu plus jeune et que tu es en auto-entreprise, tu peux faire la même chose et faire une société un peu plus tard et faire ces montages-là un peu plus tard. Moi, je le fais parce qu'il faut que je le fasse et que voilà, j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas de charges. Donc du coup, j'ai beaucoup de bénéfices. Donc c Et quand tu as beaucoup de bénéfices, bah, c'est faut en Ouais, faire tu quelque beaucoup chose et faut taxé. voilà. Voilà, donc faut se renseigner et ça, c'est un conseil que je peux donner à tous les jeunes qui veulent se Ouais, lancer. c'est clair. Je Qu'importe comment vous le faites, mais prenez de l'information sur la fiscalité. Je sais que c'est pas hyper sexy comme sujet, mais je peux vous assurer que plus tard, quand vous allez avoir des business qui tournent, il faut absolument faire un maximum pour, entre guillemets, «payer le moins d'impôts possible». Alors ça peut paraître un peu, entre guillemets, «égoïste» en disant: «Oui, tu participes pas à la vie» et cetera. Je Ouais, considère je qu'on pense paye pas. assez Je pense d'impositions pas, c'est et toutes les cotisations qu'on paye quand, on se verse des salaires et cetera, je pense qu'on paye assez. Donc le but, c'est aussi de pouvoir trouver des solutions pour ça. oui, de toute façon, c'est les niches fiscales qui sont à notre disposition, donc autant en Elles ont été profiter. créées par l'État, donc il faut en profiter, hein. Voilà. Moi, Voilà, hein. c'est aussi la vision que j'ai, c'est à plus long terme. C'est vraiment créer un écosystème, notamment la holding avec la SCI, parce que tu peux faire tellement de choses. Non seulement tu peux emprunter plus puisque tu es en SCI et tu es accompagné par ton entreprise, non seulement tu vas aussi gagner en termes fiscal, comme tu le disais. Donc, il y a tellement d'avantages à faire ça. Et justement, si là, imaginons, tu rebasculerais tous tes bénéfices vers la holding et que tu remets en SCI, tu as beaucoup moins d'impôts à payer, si pas à zéro, entre guillemets, si tu arrives à bien fonctionner le tout. Ouais, Évidemment, on peut jamais échapper à tous les impôts, bien sûr, notamment impôts sur le revenu, des choses comme ça, mais ça bien sûr. reste des choses importantes à prendre en compte. Et comme il disait, c'est hyper important de se renseigner sur la fiscalité. Ça change souvent, mais on va dire qu'il y a des grosses bases qui ne changeront pas. Et Mmh. c'est comme avec enfin, l'investissement tout court. En bourse, on peut très facilement réduire drastiquement son imposition si on s'y prend bien, si on sait comment faire, si on connaît les bonnes niches fiscales ou autres. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, maintenant, je serais un peu curieux au niveau de ta chaîne YouTube, vu que finalement, c'est aussi un point commun qu'on a, c'est-à-dire qu'on a tous les deux, enfin moi, maintenant, je me développe vraiment que sur YouTube, j'ai pas vraiment de business à côté. Je lancerai de l'accompagnement par la suite également comme toi, je pense. Mais je pense qu'on a compris tous les deux que le personal branding était un essentiel en 2023 à développer. D'ailleurs, à mon avis, c'est vraiment l'un des meilleurs side business aussi à lancer qu'à disponibilité de tout le monde. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Est-ce que c'est juste par envie de raconter ton histoire, de partager? Ou est-ce que tu avais déjà cette vision, comme tu nous le disais, peut-être même d'écosystème entre Amazon FBA et tes revenus passifs, tout simplement?
Alors en fait, le truc qui s'est passé, comment je me suis lancé pour, sur YouTube par exemple, en fait c'était, il y a quelques temps déjà, hein, maintenant, enfin j'avais pris une formation autour d'Amazon et tout et le formateur, demandait des avis, tu vois, autour de la formation pour dire ce que tu en pensais et Ouais, cetera. Et je lui ai fait une vidéo, tu vois, de 5 minutes juste pour expliquer, ce que j'avais pensé de la formation et cetera. Mais c'était vraiment juste pour, l'aider aussi lui à se développer. oui. Et donc il a reçu la vidéo et il m'a dit, «Waouh, mais tu as fait un truc de dingue, tu as une super aisance pour parler, franchement tu devrais te lancer sur YouTube». Ouais, En fait, il m'a dit ça, j'ai fait: «Ah ouais, pas con» et après j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire et je voyais qu'avec un YouTube, bah, tu pouvais développer de l'affiliation, tu pouvais développer ton personal branding, tu pouvais faire plein de choses. Mais au début, j'ai juste lancé YouTube parce qu'on m'a dit que j'avais fait un truc bien, ouais, mais sans aucune attente. Franchement, je savais même pas que je pouvais gagner un peu d'argent avec YouTube, je savais pas que je pouvais faire de l'affiliation. Franchement, j'y suis allé un peu, comme ça. Et du coup, j'ai regardé un peu aussi, d'autres vidéos, d'autres chaînes YouTube qui faisaient à peu près ce que moi je voulais faire. C'est-à-dire de expliquer son process, donner des astuces, et «éduquer» entre guillemets des gens sur des sujets bien précis, d'accord? C'était vraiment ça ouais, que je trouvais cool. Donc j'ai commencé à m'inspirer un peu à droite à gauche et puis j'ai créé tout ça. Et en fait, au début, en gros, j'ai créé un logo, j'ai créé un peu, d'un point de vue visuel, un truc un peu propre et tout, puis je me suis mis en avant et mon concept, c'est de dire: «J'ai démarré de zéro». Et c'est vrai, hein, j'ai démarré de zéro. ouais, Amazon, j'ai démarré de zéro. Je connaissais rien, encore en 2019. J'ai développé tout ça. YouTube, je suis parti de zéro. J'ai jamais fait de publicité sur mes vidéos, sur ma chaîne pour avoir plus d'abonnés. Donc les 13 000, quasiment 14 ouais. 000 bientôt, abonnés, je les ai eus, au forceps, sans avoir fait aucune vidéo, sans rien du tout. Là, je teste un peu TikTok, tu vois? Je teste un petit peu pour comprendre un peu Oui, l'écosystème et voir et j'ai quasiment 10 000 abonnés alors que franchement, je fais des vidéos une fois de temps en temps, sans trop faire focus dessus. Instagram pareil, je le développe, je commence à bien le développer. Enfin, bref, en fait, tout ça, c'est encore une fois en mode test. C'était pas du tout prévu que je fasse tout ça et automatiquement, quand tu commences à avoir des abonnés, il faut aussi, justement travailler ton personal branding. C'est-à-dire que tu dois te positionner, en mode, c'est comme un produit, tu sais, tu te positionnes, haut de gamme, moyenne gamme, entrée de gamme et tout à cetera. fait. Alors, tu te positionnes un petit peu. Donc moi, dans le monde Amazon, en fait, il y a différents youtubeurs qui font déjà, enfin youtubeurs, tu vois ce que je veux dire? Qui sont dans Oui, tout à fait. l'écosystème un peu Amazon, qui bien évidemment ont des revenus bien supérieurs à moi sur Amazon, qui parfois certains d'entre eux génèrent plusieurs millions. Moi, je suis pas encore au niveau des millions. Par contre, j'ai un business qui tourne, qui fait quasiment, entre 150 et 200 000 € de chiffre d'affaires par an, donc c'est quand même pas déconnant, qui me rapporte de la marge, Non, donc je suis légitime pour parler de ça. Donc moi, je me considère un peu comme, celui qui arrive et qui est en train de pousser un peu le truc, donc je me positionne un peu comme ça, j'essaye d'être hyper didactique et hyper authentique et le fait de raconter mon histoire, ça a amené une certaine authenticité que les gens recherchaient sur les réseaux. Parce que, on a tous passé enfin, on a tous vu, le gars avec son Lamborghini, le gars avec sa Porsche, le gars avec c'est son truc ça. à Dubaï, bref. Tout ça, c'est ce qui m'énerve dans ce monde-là. Je déteste ça et un jour, si je gagne beaucoup d'argent, moi, je ferai pas cette erreur-là de vouloir montrer j'ai plus le mot, bon, bah, vous avez Ouais, compris. d'être Heu, ostentatoire. d'être trop voilà, de trop montrer tout ça parce que je considère que c'est pas c'est bien de faire rêver les gens, mais moi, je suis quelqu'un d'assez humble et je veux absolument pas faire miroiter n'importe quoi aux gens. Donc c'est pour ça que cette authenticité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait de montrer, des échecs, de montrer des réussites, ça montre aussi, une certaine Ouais, authenticité, que ça c'est pas tombé du ciel. Donc je pense que c'est comme ça que moi j'ai travaillé mon personal branding et maintenant, les gens voilà, quand, ils me suivent sur YouTube, ils me disent pour la plupart, hein, quand ils me prennent mes coachings ou mes accompagnements, ils me disent: «J'ai préféré te choisir toi par rapport aux autres, parce que les autres, je pense que je vais être noyé dans la masse, il y aura pas de personnalisation, et puis, j'aurai jamais accès à la personne que j'ai choisie. Alors qu'avec toi, on se sent beaucoup plus proche, tout à ce fait. que tu dis, c'est vrai». Enfin, donc voilà,
c'est moi comme ça que je le vois et ça fonctionne et je pense qu'il y a une vraie demande d'authenticité en ce moment, sur les réseaux, et pour tous ceux qui veulent se lancer, sur les réseaux sociaux, si vous gardez cette authenticité, que vous racontez humblement ce que vous faites, franchement, il y a pas de raison que ça marche pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, en fait, c'est simple. Pour moi, ça n'existe pas le syndrome de l'imposteur en création de contenu parce que vous avez enfin, il y a 2 chemins que vous pouvez prendre. Soit vous avez déjà, je dis n'importe quoi, vous avez, on prend ton exemple un peu plus extrême, on va un peu l'amplifier. Vous avez travaillé dans une très grosse boîte, vous avez géré le pôle marketing pendant 15 ans. Vous êtes légitime déjà à parler de marketing, parler de stratégie. Peut-être que vous avez une niche en particulier, peut-être ça peut être les clubs de foot, peut-être que ça peut être les techs, les biotech, toutes ces choses-là. Donc là, dans ce cas-là, oui, forcément, vous avez une grosse expertise, vous pouvez montrer aux gens comment faire. Deuxième partie des gens, vous n'avez absolument aucune expertise ou en tout cas, vous êtes débutant entre 1 et 5 ans et dans ce cas-là, forcément, qu'est-ce qui va arriver? C'est le syndrome de l'imposteur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est possible de faire comme contenu? En fait, c'est simplement de retracer son parcours et ça, je trouve que c'est l'une des meilleures possibilités parce que personne ne va venir vous dire quoi que ce soit puisque clairement, vous montrez votre parcours. Les gens auront beaucoup plus de facilité à s'identifier à vous parce que certes, si la personne, elle monte ses Lamborghini, comme tu dis, ses appartements et que c'est du jour au lendemain, que c'est ça, c'est-à-dire dès sa première vidéo, on va dire: «Bah, c'est cool, mais bon, on ne sait pas d'où vient son argent». Tu pourras pas te dire: «Beh, je vais y arriver». Que moi, tu vois, imaginons, ça me dérangerait pas de montrer imaginons, j'arrive à m'acheter une Rolex ou une Porsche, une Ferrari, ça me dérangerait pas de la montrer. Pourquoi? Parce que les gens auraient un historique d'années et d'années de vidéos où ils auront vu mon développement. C'est-à-dire que j'arrive pas du jour au lendemain avec ça et c'est d'ailleurs sur ça que je me suis basé comme tu dis, la proximité, c'est pour ça que je fais de plus en plus de formats longs, que je fais des interviews, que j'essaye aussi du coup de faire des lives tous les dimanches pour être, au plus proche de ma communauté et qu'ils puissent suivre avec moi cette évolution. D'ailleurs, c'est un concept que je vais lancer, c'est le million, donc c'est assez simple, hein, c'est tout simplement tous les mois, je vais sortir un épisode de suivi de mon patrimoine. Il y aura des lives aussi où on va voir mon patrimoine en direct, comment est-ce qu'il évolue et l'objectif, c'est qu'on parte de zéro et que je ne sais pas dans combien de temps, c'est qu'on atteigne le million et que je sois transparent sur les chiffres que je gagne sur YouTube. Si par la suite je montre un business de formation ou autre, qu'on est transparent là-dessus aussi. Et donc, grâce à ça, eh bien, les gens vont pouvoir me suivre, s'identifier. Et donc, vous, si votre expertise ou vous avez envie de vous lancer dans l'intelligence artificielle ou dans le SaaS ou toute autre chose, et que vous n'avez pas d'expertise pour parler technicité et donner des conseils, eh bien, c'est simple. Vous avez juste à documenter votre parcours et ça suffit largement. Et pour moi, le public est tout aussi grand, voire plus large. Parce que je me souviens, quand je me lançais, je voulais absolument trouver quelqu'un qui fasse un sorte de série comme ça, documentaire, où il documente tout son parcours et il y en avait extrêmement peu et pourtant je pense que c'est une très grosse demande aujourd'hui. On voit du superflu d'absolument de partout, on ne sait plus qui dit quoi, qui est réel ou non. Là, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Si vous avez une grosse expertise, vous pouvez même combiner les 2. Peut-être documenter votre parcours de création d'entreprise pour ne plus être salarié, mais être autonome. Donc là, vous êtes débutant là-dedans. Par contre, vous ajoutez toute votre expertise de marketing. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui que honnêtement, il y a même plus de syndrome de l'imposteur à avoir parce que vous pouvez prendre le parti de la personne qui arrive avec, sa hache et son bout de pain dans la forêt et qui essaye simplement de traverser la forêt et qui documente son parcours et vous n'avez pas besoin d'être à la fin de la forêt pour le faire, en fait. Mais c'est justement, c'est ce que j'ai fait perso. Quand tu regardes sur ma chaîne YouTube, les vidéos qui fonctionnent le plus, c'est celles qui montrent concrètement combien j'ai gagné sur l'année. Parce que quasiment tous les ans, je montre concrètement tous mes business, combien ils me rapportent et du coup, ça a aussi montré une évolution parce quand tu regardes la C'est vidéo ça. d'il y a 3 ans, ça faisait tant, là maintenant ça commence à se développer. Donc c'est hyper intéressant et c'est ce que je fais aussi. Donc je pense que c'est la bonne stratégie à avoir. Excellent. Ben écoute, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour là. Dans ce podcast, c'est bien parce qu'on a pu développer bien ta partie Amazon FBA. On a pu un peu voir aussi ta méthode de travail, la mienne, le personal branding. Je pense qu'on a fait vraiment un beau tour. Ce que j'aime bien demander aux invités de manière générale, c'est quel est ton dernier mot de la fin? Là, tu as toute mon audience qui te regarde. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? C'est une audience un peu plus investissement qui a 25, 35 ans en général Mmh. qui sont plutôt salariés qu'entrepreneurs, même s'il y en a. Qu'est-ce que tu recommanderas à ces personnes-là pour un side business, premier side business? Quelles seraient les premières étapes? Si tu as un mot, une recommandation, même un livre ou quelque chose comme ça, c'est avec plaisir.
Eh ben écoute, moi, il y a, justement, quand tu me parles de livres, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. J'adore les biographies d'entrepreneurs, j'adore les livres autour de l'organisation, de Ouais, l'entrepreneuriat et cetera. Et moi, il y a pareil. un livre, enfin, il y a 2 livres, pardon, 2 livres que j'avais lus il y a quelques années, pendant ma lune de miel, pour tout te dire, et qui m'ont un peu retourné la tête. Alors, c'est des livres faciles, tu vas le voir, hein, tu les connais obligatoirement. Mais c'est 2 livres qui ont un peu changé ma perception et qui m'ont vraiment motivé là-dedans. Le premier, bien sûr, c'est le livre de Steve Jobs, qui m'a retourné la tête. Ouais, je l'ai pas Heu, lu lui encore. Bah, je te le conseille. Il est magique, et c'est lui déjà qui m'a, parce que moi je suis un grand fan de Steve Jobs, donc c'est lui qui m'a un peu, mis là-dedans, Ouais, heu et qui m'a motivé. Et le deuxième, c'est la biographie de, Phil Knight, le créateur de ouais, Nike, j'ai adoré ça. qui sont mes du coup, c'est mes 2 livres entre guillemets «entrepreneuriat», qui m'ont, vraiment retourné. Et le troisième, que j'ai lu il y a 2 ans, justement pour commencer à me préparer au fait que j'allais peut-être partir de mon boulot et tout, c'est, bah, il est très connu aussi, c'est la semaine de 4 heures, je crois, c'est ça le Ouais, titre. tout à fait. Semaine de 4 heures qui, m'a fait comprendre, comment il fallait que je me développe. Et donc là, à ce Ouais, moment-là, une fois que j'avais ça, j'ai eu mon plan d'action sur les années qui ont suivi. Et là, je suis encore, ce que je m'étais mis, hein, parce que tous les ans, je me mets des petits plans d'action à réaliser, des objectifs à avoir. Donc c'est un peu ça, voilà, qui m'a «façonné» entre guillemets. Et si je devais donner un conseil, pour les gens qui aimeraient lancer un side business, parce que c'est vrai que toi, ton audience est plus au niveau de l'investissement. Moi, les gens qui me suivent, c'est ceux qui veulent vraiment lancer des side business et qui sont c'est ça. vraiment, là-dessus. Mais je pense que les 2 sont complémentaires parce que Ouais, tout regarde, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai mes side business, mais mon objectif, ça va être de commencer à investir. Je fais déjà de l'investissement bourse, je fais de l'investissement, enfin je vais faire de l'investissement autour des appartements et cetera. Donc finalement, tu quand on vois se les 2. renseigne sur l'un, on se renseigne sur Voilà, l'autre quand tu pars d'un forcément parce côté, qu'on gagne voilà, plus exactement. d'argent, Et on veut et réinvestir l'argent en voilà. plus ou quand on investit, on veut se renseigner comment investir plus, donc on se renseigne sur cette business, des choses comme ça. Voilà, donc globalement, je pense que les 2 sont complémentaires. Moi, le vrai, le conseil que je pourrais donner, enfin, il y en a un gros, mais en fait, il y en a plusieurs à l'intérieur, mais le vrai conseil, c'est un, de se lancer, parce qu'en faisant rien, il se passera rien. Et moi, j'ai Forcément, lancé, mais sans aucune attente. C'est-à-dire que je me disais pas que dans, 1 mois, j'allais devenir, millionnaire. Je me disais pas que j'allais devenir, un youtubeur avec 50 millions d'abonnés. Non, non, non. J'ai lancé des trucs sans forcément avoir trop d'objectifs tout de suite, même si c'est important ouais, d'avoir des objectifs. Mais voilà, je me suis un peu décorrélé de ça parce que sinon j'allais être déçu si j'atteignais pas tout de suite mes objectifs. Donc tout à je me fait, suis dit: «OK, vu que comme je te disais, j'ai un salaire, j'ai mon CDI». Franchement, ce que je lance là, c'est vraiment plus sur du moyen long terme pour me dire peut-être qu'un jour, j'arriverai à gagner beaucoup d'argent avec ça, mais c'est ça, je me dis pas tout de suite: «Ah, faut que je quitte mon boulot dans 6 mois», parce que sinon, je tout me à mets fait, trop de pression et derrière c'est mort. Donc le premier conseil, c'est de se lancer parce que il faut se mettre dedans. Il faut avoir une routine comme on en a parlé tout à l'heure, mais il faut, habituer son cerveau à travailler, à développer ses propres business. Donc ça, c'est le premier conseil. 2e conseil que je pourrais donner, c'est de se former, parce que franchement, sans formation, dans le business en ligne, hein, globalement, hein, je parle pas que d'Amazon, mais vraiment globalement, si tu as pas les informations, tu vas vraiment galérer. Tu vas perdre du ouais, temps, tu vas faire des erreurs, ça va peut-être te coûter de l'argent. Moi, il y a certains au début, je voulais pas me former, je voulais pas dépenser là-dedans. J'ai essayé de chercher des solutions à droite à gauche et j'ai fait des erreurs. Voilà, c'est sûr, je le dis complètement, j'ai fait des erreurs. Donc il faut chercher l'information et je dis toujours, le ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont le savoir. Et surtout, c'est que ce savoir derrière, tu peux le transformer et le monétiser. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur Amazon. Au début, je m'étais lancé sans forcément me former, j'ai fait des erreurs, je me suis formé à droite à gauche, hein, sur des formations françaises, US, enfin j'ai vraiment été hyper large et je ouais, réexploite ce que j'ai appris dans mes formats YouTube, dans mes formats d'accompagnement et je le monétise. Donc c'est pour ça que je dis toujours: «Investir dans une formation, c'est jamais perdu» parce que derrière tu peux le réexpliquer. Donc la formation. Et la troisième chose, c'est, d'avoir un plan d'action, mais pas un plan d'action sur quelques semaines. C'est un plan d'action sur plusieurs mois, voire plusieurs années, en se disant: tout à «Bah, fait, voilà, là j'ai» par exemple, si je veux me lancer maintenant,
bah, déjà, je me formerai, donc je prendrai le temps qu'il faut pour me former, mais ensuite je me dis: «OK, dans 6 mois», si je me lance par exemple sur Amazon, là on est le 22 septembre, si on doit lancer un business dans, allez 4 ou 5 mois, je dois avoir un produit en vente sur Amazon. Donc ça, c'est ma finalité. Maintenant, je me dis: «OK, pour faire ça, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça». OK, donc en gros, si je découpe le truc à l'envers, si je prends mon planning et je le prends à l'envers, je sais qu'il me faut tant de temps, il me faut 1 mois pour trouver un produit gagnant. Il me faut 1 mois pour trouver un fournisseur. Il me faut 2 mois pour ci, il me faut 1 mois pour ça et normalement, j'y suis. Et quand tu découpes, en fait, toutes ces étapes, bah, finalement, tu as ton plan d'action et il faut que tu bosses ensuite tous les jours pour pouvoir atteindre tes objectifs et ainsi de suite. Et moi, clairement, c'est ça que je fais maintenant, c'est que, par exemple, tu vois, là, début septembre, j'ai lancé ma formation Amazon parce qu'avant, je Ouais, faisais que des accompagnements et je me suis dit: «Bah, quand même, c'est dommage de ne pas vendre une formation vidéo». C'est quand même dommage, tu as plein tout à d'informations, fait. faut la partager. Donc j'ai mon objectif, c'était le 1er septembre de lancer ma formation. Donc, je sais qu'il me fallait pas mal de temps pour la développer, pour le faire. Donc, à partir du mois de juin, pendant 3 mois, tous les jours, je bossais dessus et je faisais focus et tout le reste, j'ai mis un peu de côté. Tous les trucs qui me faisaient moins gagner d'argent, je les mettais de côté et tous les jours, je prenais 2 ou 3 heures pour faire mes vidéos, pour faire mes montages, pour les uploader, pour faire ci, pour faire ça et au fur et à mesure, bah, j'avais ma deadline. Ma deadline, c'est le 31 juillet parce que je partais le 1er août en vacances Ouais. et en ayant ce petit cheminement et puis, bah, ces différentes étapes, bah, j'ai dégagé du temps pour travailler dessus et développer. Donc c'est toujours la même chose, qu'importe le business et le side business que vous voulez faire, que ce soit l'affiliation, que ce soit, YouTube ou quoi. Il faut se donner du temps et avoir un plan d'action pour pouvoir réussir. Alors, il y a certains business qui vont demander peut-être quand je parlais de formation, ils vont demander peut-être un peu plus de ça va être plus simple de prendre une formation que d'autres. Par exemple, moi sur YouTube, je me suis pas formé. J'ai fait Ouais. ça comme ça, sans me former. J'ai essayé de comprendre, d'essayer d'avoir de l'information à droite à gauche, mais je me suis pas formé dessus et j'ai fait des tests, j'ai fait des erreurs et j'adapte et maintenant, bah, ça se développe. Donc voilà, tu pas obligé forcément de te former sur tout, mais il y a certains trucs où il faut. Donc voilà, ça, c'est les 3 grands conseils que je donnerais personnellement pour quelqu'un qui veut lancer un side business là, c'est ça pour moi. OK, excellent. Ben, au moins, on aura une liste de livres, un plan d'action à suivre. Je pense que les Voilà, gens vont déjà avec tout ce qu'ils ont eu dans le podcast, je pense qu'ils ont déjà les bonnes bases pour partir. Ils ont plusieurs idées de business, ils ont des plans d'action, comment créer leur routine. Je pense que c'est déjà vraiment bien pour ouais. démarrer, surtout qu'on a démarré avec moins que ça. Donc, je pense que ça va leur donner pas mal de temps. Moi, je sais que le monk mode et hors de chaos, j'ai appris ça et j'ai découvert que c'était la meilleure façon pour moi de fonctionner que 2-3 ans après m'être lancé dans les premiers projets. Donc, Toute façon, je ça pense qu'on a s'optimise, donné un business tout à et fait. tout ça, ça s'optimise, tu pas la perfection tout de suite et moi pareil, hein, je me suis lancé finalement quand tu regardes en 2020, on est fin 2023 et encore maintenant, je suis en train de tester des nouvelles choses, dans ma façon de travailler, dans ma façon de m'organiser, donc on apprend toujours et on est toujours en train de trouver la meilleure optimisation donc tu auras pas tout, tout de suite, donc c'est à force de tests que tu verras ce qui fonctionne le mieux. C'est clair. Ben écoute, merci Romain pour, ton intervention et d'avoir pris le temps. Pour ceux qui souhaiteraient le retrouver, du coup, il y a sa chaîne en description. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui est Amazon FBA, lancer votre propre side business ou autre, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube également et puis, je te dis à une prochaine peut-être Romain. Bah, écoute, merci à toi et à la prochaine aussi.